Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, je voudrais vous signaler plusieurs conférences de collègues sinologues étrangers qui se tiendront dans les prochains mois ici au Collège de France. Tout d'abord, le jeudi 10 février, qui sera donc le jour de notre dernière séance de cette année, à 14h30, donc en début d'après-midi, le professeur Michael Lowy de l'université de Cambridge en Angleterre fera une conférence intitulée Confucian Values and Practices in Han China, c'est-à-dire donc valeurs et pratiques confucéennes dans la Chine des Han. Alors, le professeur Lowy, je l'accueille vraiment avec beaucoup d'émotion parce que c'est un de mes maîtres en sinologie. J'ai fait une partie de ma formation doctorale donc avec lui à l'université de Cambridge, et pour moi ce sera vraiment un grand honneur et un grand plaisir de l'accueillir ici. Ensuite, le lundi 28 février et le mercredi 2 mars à 11h, donc c'est le même horaire que nos cours ici, mais pas le même jour, donc le lundi 28 février et le mercredi 2 mars, le professeur Martin Kern de l'université de Princeton aux États-Unis fera deux conférences. Donc le 28 février, la conférence est intitulée Authorship and the Shijing, c'est-à-dire donc le Shijing, c'est le livre canonique des poèmes ou le livre des odes, un des 5 livres canoniques confucéens, et le problème du authorship, c'est-à-dire le problème de ce que c'est qu'un auteur. Et la seconde, qui aura lieu donc le mercredi 2 mars, est intitulée Fate and Heroism in Early Chinese Poetry, c'est-à-dire donc destin et héroïsme dans la poésie de la Chine ancienne. Donc le professeur Martin Kern, comme son nom l'indique peut-être, est d'origine allemande, mais donc il exerce maintenant à l'université de Princeton. Alors vous avez là deux très éminents sinologues qui ne sont pas de la même génération, mais enfin qui sont tous les deux très, très éminents, qui s'excusent par avance de ne pas pouvoir faire leur conférence en français, mais vraiment je pense que ils ont vraiment beaucoup à nous apporter. Alors comme à l'accoutumée, vous trouverez tous les détails sur ma page web du site internet du collège. Alors nous reprenons donc le fil de nos investigations donc sur les relectures de Confucius. Alors nous avons vu la semaine dernière comment on est passé du premier moment de mondialisation de Confucius et de ses entretiens au XVIIe, XVIIIe siècle, avec la médiation des missionnaires et leur traduction en latin, au second moment qui se situe au lendemain du deuxième conflit mondial et qui concerne cette fois le monde anglophone et avant tout américain. Alors que le grand sinologue de Chicago, Hurley Glessner Creel, donc H.G. Creel, voit en 1949, dans son livre de 1949, dans l'enseignement de Confucius, il voit donc un humanisme susceptible de parler au monde de l'après-guerre. Creel continue cependant à situer sa lecture des entretiens dans l'héritage rationaliste des Lumières européennes. Alors, une génération plus tard, en 1972, le philosophe pragmatiste américain Herbert Fingerett change complètement de perspective
en donnant une lecture inédite des entretiens du point de vue donc de la philosophie pragmatiste américaine d'où il vient. Alors cette philosophie qui, aussi paradoxale que cela puisse paraître, rompt donc avec les interprétations de la tradition missionnaire sans pour autant récuser une approche religieuse des entretiens, comme l'atteste le titre de son livre, donc Confucius, the Secular as Sacred, c'est-à-dire Confucius le séculier en tant que sacré, ainsi que l'intitulé du tout premier chapitre de ce livre, à savoir Human Community as Holy Rite, la communauté humaine comme rite saint, S-A-I-N-T, ou comme rite sacré. Alors, ce premier chapitre est au demeurant la reprise d'un article que Fingeret avait publié dès 1966, c'est-à-dire donc quelques années auparavant, dans une revue théologique. C'est important de le noter. Cette revue s'appelle Harvard Theological Review, c'est-à-dire donc la revue théologique de Harvard, donc dans son numéro 59, daté de 1966. Alors, nous avons vu la dernière fois que Fingeret prend le contre-pied de ceux qui, depuis les Lumières, voient en Confucius un rationaliste de bon sens. Et il en fait lui-même la constatation explicite au début de son livre. Il dit ceci: In this middle third of the 20th century, writers who disagree in many ways all tend to agree on the secular, humanist, rationalist orientation of Confucius. Donc, en ce troisième tiers du XXe siècle, donc Fingeret écrit donc au début des années 1970, donc des auteurs qui, par ailleurs, sont en désaccord entre eux sur bien des points, se rejoignent cependant sur l'orientation séculière, humaniste et rationaliste de Confucius. Donc là, Fingeret rappelle cet héritage donc humaniste et rationaliste des Lumières européennes. Alors, nous avons lu à ce titre quelques loci classici, des citations donc qui sont immanquablement mentionnées à l'appui de cette image de Confucius, penseur rationaliste qui respecte le culte aux ancêtres et aux divinités, donc les Kuei-shen dont il est question ici, tout en les tenant à distance, Yuan-zhi, et qui énonce clairement ses priorités, à savoir connaître les humains avant de s'occuper de connaître ce qui dépasse l'humain, c'est-à-dire les mânes des ancêtres défunts et les esprits. Donc vous avez toujours cette expression donc Kuei-shen qui revient dans cette autre citation, et aussi connaître les vivants avant de connaître les morts, c'est-à-dire donc ou de connaître, de s'occuper de ce qui est vivant ou de s'occuper de la vie, shen, avant de s'occuper donc de si, c'est-à-dire la mort ou les morts. Or, donc, le petit livre de Fingeret et la toute nouvelle approche dont il fait état, donc avec ce petit livre, Fingeret va réussir à donner aux lectures américaines des entretiens, des analects, comme les appellent les anglophones, donc à ces lectures qui vont suivre et qui seront pourtant très diverses par leur point de vue et leur méthode d'approche.
Donc ce petit livre va donner une impulsion, une orientation commune, un intérêt nouveau pour les dimensions à la fois religieuses et pratiques du rite ou des rites, puisque donc c'est ce mot li que Fingeret donc place au centre de sa lecture des entretiens. Alors la semaine dernière, nous commencions à évoquer le point de départ de la réflexion de Fingeret, qui, à contre-courant de la lecture de Creel, par exemple, c'est-à-dire d'une lecture encore marquée par, on pourrait dire, qui se fait à la lumière des Lumières, en quelque sorte, Fingeret croit au contraire percevoir dans les entretiens l'affirmation du pouvoir magique, comme il le dit, de certains modes d'action. Et je citais à cet effet l'explication que donne Fingeret à ce qu'il entend par magique. Je vous rappelle donc cette citation. By magic, I mean the power of a specific person to accomplish his will directly and effortlessly through ritual, gesture and incantation. Donc par magie, j'entends le pouvoir que possède une personne particulière d'accomplir sa volonté directement et sans effort à travers le rituel, la gestuelle et l'incantation. Alors, la qualité immédiate, c'est-à-dire au sens propre de sans médiation, donc la qualité sans médiation et sans effort de ce mode particulier d'agir, est rendue, selon Fingeret, dans des passages des entretiens comme le suivant. Ce passage du livre 7 à la section 30, où vous avez donc une phrase très simple du maître qui commence ainsi, Zi Yue. Donc là, vous connaissez maintenant cette formule qui introduit la plupart des propos du maître. Le maître dit « Ren yuan hu zai, wo yu ren, si ren zhi yi ». Donc, le maître dit « Le ren ». Alors, vous avez ici donc une notion clé de l'enseignement de Confucius, qui est, comme vous le savez sans doute déjà, donc vous avez ce je vais essayer de vous afficher ça en panorama. Alors là, vous avez donc la couverture du livre de Fingeret avec ce caractère li qui signifie donc le rite en couverture. Ici, dans la calligraphie donc, de mon beau-père, comme je le rappelais la dernière fois, Kuei Shen. Et alors là, donc, vous avez ce caractère Ren qui est composé donc de l'élément qui s'écrit de cette manière quand il est pris seul, hein, et qui désigne l'humain. Là, vous avez en fait le graphème d'un bipède. Je crois que c'est un des plus petits dénominateurs communs que nous avons entre nous. Et donc, le graphème 2. Donc là, ce caractère jeune, vous reconnaissez donc le radical de l'humain et à côté donc ce caractère 2. Ce qui signifie que l'humain, dans l'esprit des entretiens, se constitue dans la relation entre humains. Ce que Fingeret appelle pour sa part, avec une astuce qui n'est possible qu'en anglais, man-to-man-ness, c'est-à-dire donc le ness, la qualité, si vous voulez, de la relation d'humain à humain ou d'homme à homme.
Et ce que nous pourrions provisoirement comprendre donc comme le lien humain ou l'humain pris comme relationnel. Donc, je reviens donc à ma citation. Donc, cette qualité de l'humain, yuan hu zai, est-elle si éloignée? Est-ce que c'est si yuan? Cet adjectif yuan, on l'a déjà rencontré tout à l'heure, justement, ou la semaine dernière plus exactement, dans cette citation où il était question donc des Guishen, c'est-à-dire donc des mânes, des défunts et des esprits ou des divinités. Donc il s'agit de leur rendre un culte avec révérence, mais tout en les yuanzhi, c'est-à-dire en les maintenant loin, éloignés. Alors ici donc, il s'agit du jeune, et la question rhétorique que pose le maître dans cette phrase, c'est le jeune, cette qualité de l'humain, est-ce qu'elle est si éloignée? En réalité, wo yu ren, c'est-à-dire moi, wo, il suffit que je veuille ou que je désire le ren, cette qualité de l'humain, si ren zhi yi, et ce ren, zhi yi, littéralement arrive. Il arrive, il est là. Alors, j'attire juste votre attention sur ce démonstratif ce qui évoque en général donc la proximité par rapport au locuteur, par rapport à celui qui parle. Autrement dit, quand le maître parle de si ren, c'est-à-dire il dénote à travers ce démonstratif que en fait le jeune, non seulement il arrive, mais il a toujours été près de moi. Mais il suffit que je le eue, c'est-à-dire que je le désire ou que je le veuille. Alors dans la traduction de Fingeret, cette phrase donne ceci: The master said, is Ren. Alors là, Fingeret choisit de ne pas traduire, donc il emploie le mot chinois. Is Ren far away? As soon as I want it, it is here. Donc, le jeune est-il éloigné? Aussitôt que je le veux, il est là. Alors, vous remarquerez au passage c'est pour ça que ça me paraît important, même pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le premier mot de chinois, de vous montrer l'original en chinois, ne serait-ce que pour que vous puissiez percevoir par vous-même la concision de la formulation chinoise, qui, en l'occurrence, contribue à rendre immédiatement, si j'ose dire, l'effet d'immédiateté dont parlait Fingeret, et que rend bien donc la traduction de Fingeret, qui exploite à fond la concision dont est capable l'anglais. Mais ça n'est pas à dire que le français est pour sa part incapable de concision. On pourrait très bien rendre cette phrase de manière très ramassée, en disant « Si loin le ren, à moi de le vouloir, et le voici, il est là. » Donc, une autre citation donc, que Fingeret convoque comme illustration de son propos provient du livre 15 des Entretiens à la section 5. Vous avez là aussi donc un propos du maître, ça n'est pas un dialogue, vous avez la section entière ici, donc c'est un propos prétendument rapporté donc du maître. Zi yue, wu wei er zhi zhe, qi shun ye yu, fu he wei zai, gong ji zheng nan mian而已矣.
Donc le maître dit celui qui zhi, qui gouverne, wu wei, par le non-agir ou sans rien faire. Est-ce que ce ne serait pas le propre de... est-ce que ce ne serait pas Shun? Alors, Shun, c'est un souverain mythique de la haute antiquité qui est censé avoir représenté, avoir été un parangon de vertu confucéenne. Il fait partie de la mythologie confucéenne, où il est le plus souvent donc apparié avec un autre personnage qui s'appelle Yao. Donc, vous rencontrez très souvent Yao et Shun, toujours ensemble, ce qui en fait l'équivalent confucéen de Humpty Dumpty, le personnage double des comptines anglaises, des nursery rhymes. Alors, la phrase continue. En effet, He Wei Zai, que faisait-il, c'est-à-dire Shun. Donc là, vous avez dans la même phrase ce verbe wei, qui veut dire donc faire ou agir ou se comporter d'une manière ou d'une autre, et donc son négatif, c'est-à-dire donc wu wei. Donc, en effet, qu'avait-il besoin d'agir ou qu'aurait-il fait? Gongji zheng nan mian er yi. Il pénétrait lui-même d'esprit de révérence. Là, le ti, vous avez un ti réflexif. Il se mettait lui-même dans la révérence. Et zheng nan mian, il faisait face droit au sud. Alors là, j'ai surligné plus exactement ce mot zheng parce qu'il va nous occuper pas mal aujourd'hui. C'est-à-dire donc, zheng, c'est le fait d'être bien droit, bien en face, et c'est le contraire de tout ce qui est de travers, oblique, tordu, déviant. C'est donc cette position donc du souverain ou du maître de maison qui fait face au sud. Et donc dans les demeures traditionnelles chinoises, en principe, si l'orientation de la maison et si le feng shui est correct, en principe, donc le maître de maison doit vous recevoir donc face au sud. Alors, cette citation, Fingeret la rend ainsi en anglais. Shun merely placed himself gravely and reverently with his face due south. Entre parenthèses, ajoute-t-il, the ruler's ritual posture. That was all. Parce que, oui, j'ai oublié de traduire la fin de la phrase, donc RE, c'est-à-dire, en fait, et voilà, un point à la ligne, et c'est tout. Fingeret ajoute entre parenthèses, i.e., c'est-à-dire donc, oui, c'est-à-dire, and the affairs of his reign proceeded without flaw. Donc, Shun se contentait de se placer avec gravité et révérence face au sud. Donc, il précise que c'est la posture rituelle propre au souverain. Voilà tout. Et il ajoute donc, en commentaire, sous-entendu, et les affaires du royaume procédaient d'elles-mêmes sans faille. Alors, on retrouve ici la fameuse notion du wu wei sur laquelle je viens d'attirer votre attention, c'est-à-dire du non-agir ou de l'agir sans effort qui, comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà,
revient comme un leitmotiv dans le Laozi, autrement connu sous le titre de Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre canonique du Tao et de son Te. Pour l'instant, je ne traduis pas, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, par exemple, au verset 48 du Laozi, vous avez cette fameuse formule Wu Wei er Wu Bu Wei, c'est-à-dire ne fais rien et il n'y aura rien qui ne se fasse. Autrement dit, n'agis pas, reste dans le non-agir, et c'est le meilleur moyen justement pour que tout se réalise. Vous avez une formule variante, dans le verset 3 du Laozi, Wei Wu Wei, Ze Wu Bu Zhi, c'est-à-dire fais le non-faire. Bon, alors ça, c'est une de ces formules paradoxales qu'affectionne donc le Laozi. Le Laozi en est truffé. Donc, fais le non-faire ou littéralement agis, si on peut dire, c'est pas très français, mais agis le non-agir. Fais le non-faire et il n'y aura rien qui ne se gouverne ou ne s'ordonne, ne se mette en place de lui-même. Alors, quand vous mettez donc quand vous rapprochez ces citations, évidemment, vous allez un petit peu à contre-courant de la vulgate habituelle, qui aurait tendance à vous mettre dans un compartiment les entretiens parce qu'ils sont étiquetés confucéens, et dans un autre compartiment, donc le Laozi, parce qu'il est soi-disant taoïste. Or là, vous voyez que non seulement il y a des échos d'un texte à l'autre, mais il y a même, en fait, on retrouve même des termes qui sont utilisés en commun. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer par là, c'est qu'il y aurait un non-agir confucéen que Fingeret a bien repéré et qui selon lui est de l'ordre du rite. Alors, cet agir par le non-agir semble tenir dans cette citation à une simple posture. Il suffit donc au souverain de siéger droit face au sud pour que, justement, comme par magie, tout le royaume, toutes les affaires du royaume se règlent d'elles-mêmes. Alors, quel est cet effet magique qui tient finalement à ce seul mot « zheng », c'est-à-dire droit, bien en face. Alors, excusez-moi, là je dois me livrer à une petite gymnastique. Oui, alors, donc vous avez ce caractère zheng, donc ici dans la calligraphie donc, de mon beau-père, et qui écrite de manière plus régulière, donne ceci. Alors, je vous ai donné donc justement ce caractère à la fois en calligraphie pour vous donner justement une idée de la liberté que le calligraphe prend justement avec la régularité des caractères, mais là c'est important pour moi de vous montrer aussi donc la forme régulière donc du caractère, puisque là même aussi sans connaître le moindre mot de chinois, vous pouvez voir par vous-même que ce caractère par sa graphie même évoque donc une forme carrée, c'est-à-dire donc qui est suggérée
par justement une combinaison de traits à angle droit. D'ailleurs, en fait, en Chine, on dit communément que les caractères chinois, en fait, on les appelle des fangkuaizi, c'est-à-dire en fait des mots qui tiennent dans un carré. Et là, on pourrait dire qu'on a le plus carré des caractères carrés. Alors, ce terme zheng, je m'y arrête parce que c'est un terme dont on s'aperçoit qu'il est très important dans les entretiens, même si la plupart du temps il ne figure pas dans les glossaires qu'on vous donne à la fin des traductions des entretiens. Pour moi, ce caractère revêt une importance d'autant plus grande qu'il est très important, encore plus généralement, plus largement, dans le vocabulaire ritualiste, car il désigne à la fois une rectitude ou une droiture morale, c'est-à-dire que c'est à la fois donc une notion morale, mais en même temps, et là c'est ce que la graphie elle-même vous suggère, il désigne une posture corporelle droite, c'est-à-dire donc une posture qui n'est ni avachie, ni de travers. Et donc ce terme, de par la forme même de sa graphie, rend visible, rend présente l'idée que l'on ne peut pas être droit moralement en se tenant n'importe comment. Ce n'est pas la peine de vous mettre tous au garde à vous, c'est parce que vous allez assez rapidement comprendre que ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'avoir avalé son parapluie ou d'être droit dans ses bottes. Et que donc l'inverse de cette idée, c'est que quelqu'un qui se tient droit est quelqu'un qui est droit. Alors, cette idée se trouve exprimée dans un certain nombre de sections d'un livre très particulier dans les entretiens. Il s'agit du livre 10. Vous savez sans doute, si vous avez pris la peine, ce que j'espère, de feuilleter au moins les entretiens, vous vous serez rendu compte que dans le Textus Receptus, c'est-à-dire donc l'édition du texte telle qu'elle s'est transmise et que nous l'avons reçue, donc dans ce Textus Receptus, les entretiens comptent 20 livres. Et vous avez au milieu donc un livre 10 qui a plongé dans l'embarras la plupart des commentateurs modernes parce que ce livre 10, à la différence de tous les autres livres, n'est pas composé de fragments de propos du maître ou de dialogues, comme on en a déjà vu, mais de prescriptions données la plupart du temps au style impersonnel, alors que dans les autres livres, vous avez des propos ou des dialogues qui sont en principe rendus au discours direct. Là, vous avez une série de prescriptions qui, aux lecteurs modernes, paraissent d'une maniaquerie sans nom, et ça porte sur les manières correctes de se déplacer, de se comporter, de se nourrir, de se vêtir, etc., lesquels proviennent le plus probablement de traités sur les rites. Alors, Fingeret admet l'embarras que peut susciter la lecture de ce livre 10, dont, dit-il, les prescriptions cérémonielles apparaissent aux lecteurs américains modernes comme un condensé de traditionnalisme extrême et farfelu.
the quintessence of quaint and extreme traditionalism. Alors, même le poète américain Ezra Pound, dont nous avons mentionné précédemment la traduction des entretiens, qui est elle-même assez fantaisiste, et là, si vous connaissez un petit peu la personnalité de Ezra Pound, vous saurez aussi qu'elle ne manquait pas de côté passablement farfelu. Donc même le poète Pound donc, avoue sa perplexité à propos de ce livre 10. Il dit ceci dans l'introduction à sa traduction, Given the tradition that the Analects contain nothing superfluous, I was puzzled by the verses re length of the nightgown and the predilection for ginger. Alors, au regard de la tradition selon laquelle les entretiens ne contiennent rien de superflu, je suis resté perplexe devant les sections, là il parle du livre 10, qui concernent la longueur de la chemise de nuit et la prédilection pour le gingembre. Alors là, Ezra Pound fait allusion justement à des sections de ce livre 10, des entretiens, qui comportent notamment, alors là vous avez dans la section 6 toute une série de prescriptions vestimentaires et en particulier celle-ci, donc il faut une chemise de nuit qui descende à mi-corps. Bon, alors je ne sais pas si ça veut dire jusqu'aux genoux, je ne sais pas. Alors, est-ce que... alors, là, c'est assez amusant, enfin, nous n'avons pas le temps, mais de lire un petit peu tous les commentaires qui vont... alors, qui disent, bon, parce que comme ça, c'est pour des raisons de décence, naturellement, ou alors d'autres qui disent, comme ça tient chaud au corps, d'autres qui vous disent, comme ça, la chemise de nuit, évidemment, ça a tendance à remonter. Alors donc, évidemment, si elle descend jusqu'aux genoux, elle a moins de chances de remonter. Enfin, vous avez toutes sortes de commentaires donc, sur ce... Ezra Pound, évidemment, enfin, il dit, bon, c'est considération sur la longueur de la chemise de nuit, il ne voit pas très bien ce que ça vient faire là. Et la prédilection pour le gingembre, c'est une autre allusion qui intervient dans la section 8, toujours de ce même livre 10, qui, elle, porte sur les prescriptions alimentaires et qui inévitablement évoque un petit peu la cacheroute. Et dans ces prescriptions alimentaires, on vous dit ceci, alors on ne sait pas si ça parle du maître ou si c'est d'une prescription générale, il ne renonçait jamais au gingembre sans pour autant en abuser. Bon, alors là aussi, donc diversité de commentaires sur le goût du maître pour le gingembre. Alors certains vous disent même que la présence du gingembre, l'omniprésence du gingembre sur la table, ça rappelle un petit peu ce qu'on vous sert dans les bars à sushi, c'est-à-dire donc vous avez toujours une platée donc de gingembre à côté. Enfin bon, donc imaginez ce que vous voulez, mais tout ça pour vous dire que là, en fait, nous sommes dans ce livre 10 effectivement projetés dans un monde qui est assez éloigné justement de cette image d'un Confucius qu'on voudrait si humaniste et rationaliste. Alors, l'une de ces prescriptions du livre 10, qui vient de manière isolée et qui tient en 5 caractères, pas plus, est celle-ci. Voilà. Donc, vous la trouvez à la section 12. Là, vous avez l'intégralité de la section 12 du livre 10, qui vous dit tout simplement ceci, « Xi bu zheng, bu zuo ». Bon. Alors, ce qu'on comprend, c'est donc « xi », c'est la natte sur laquelle donc, on s'asseyait, ou plus exactement, on se mettait à genoux,
comme vous le voyez dans certains bas-reliefs. Enfin bon, on est assis comme les Japonais s'assient encore, enfin plus exactement les femmes japonaises d'ailleurs s'assient encore donc sur les genoux, hein, avec les pieds donc repliés derrière. C'est une position extrêmement douloureuse que je ne vous recommande pas, mais voilà. Donc il s'agit de cette natte sur laquelle donc on s'assied de cette manière. Bon, alors si cette natte donc si elle n'est pas droite, si elle n'est pas posée bien en face, on ne s'assoit pas. Alors là aussi, on ne sait jamais si ça s'applique au comportement du maître ou si c'est une prescription ritualiste générale. Donc l'idée, c'est que sur une natte qui est posée de travers, on ne s'assoit pas. Alors cette indication, là vous voyez alors vraiment l'extrême concision, la virgule, c'est moi qui l'ai ajoutée, donc ça compte pas. Donc, qui ne fait pas plus de 5 mots et qui a l'air de porter sur un détail parfaitement anodin, voire trivial. Je vous la donne, hein, c'est moi qui vous la donne, hein, c'est pas une citation de Fingeret, parce qu'elle me paraît cruciale pour comprendre non seulement l'esprit des rites, mais aussi pour comprendre ce que Fingeret, même s'il ne donne pas cette citation, en a compris. Alors, Fingeret a bien repéré l'importance de cette notion de zheng. Alors, il ne cite pas donc ce passage du livre 10, mais en revanche, il cite la section 6 du livre 13, qui dit ceci: Ziyue qi shen zheng, bu ling er xing, qi shen bu zheng, sui ling bu cong. Alors, le maître dit, donc, le souverain, hein, parce qu'il s'agit de lui, hein, on le comprend d'après le contexte, vous allez voir pourquoi tout de suite, le souverain, hein, donc il suffit qu'il soit zheng, donc droit, ou qu'il se tienne droit, hein, puisque shen, en fait, ça peut désigner sa personne, hein, à la fois donc au sens physique, hein, et au sens donc de personne individualisée, hein, c'est-à-dire donc vous pouvez le comprendre dans tous ces sens-là, c'est-à-dire il suffit que en sa personne, en lui-même, en son corps, qu'il soit droit ou qu'il se tienne droit, hein, bu ling er xing, hein, c'est-à-dire il n'a pas besoin de ling, c'est-à-dire d'émettre des ordres ou des commandements. Et c'est justement cette mention-là qui nous permet de comprendre qu'il s'agit du souverain. Donc, il n'a pas besoin d'émettre, de donner des ordres pour être obéi, pour que les gens lui obéissent. Mais à l'inverse, qi shen bu zheng, c'est-à-dire pour peu que en sa personne ou en son corps il ne soit pas droit, il ne se tienne pas droit, sui ling, c'est-à-dire donc il aura beau donner des ordres, qu'ils ne seront pas qui ne seront pas suivis. Et dans la traduction de Fingeret, ça donne ceci: With correct comportment, no commands are necessary, yet affairs proceed. Donc, avec un comportement correct de la part du souverain, aucun commandement ne s'impose et pourtant tout se fait. Donc, telle que la comprend Fingeret, cette phrase des entretiens 13.6 serait, tout comme la citation du livre 15, section 5, cette citation sur la posture du souverain mythique Shun. Donc, tout comme cette citation, la section 13.6
serait une autre manière d'exprimer la fameuse idée du Wu Wei, Wu Bu Wei, du Laozi 48, puisqu'il dit donc dans sa traduction, avec un comportement correct, aucun commandement ne s'impose et pourtant tout se fait. Donc là, on dirait presque en fait une traduction donc, de cette formule du Laozi. Alors, cette citation du livre 13, section 6, est à mettre en rapport, à mon sens, avec cette autre section du même livre 13, que vous trouvez donc à la section 13, qui dit ceci, Ziyue, Gou zheng qi shen yi, yu cong zheng hu he you. Donc le maître dit, pour peu qu'il... alors là, je pense qu'il s'agit, là aussi d'après le contexte, plutôt du ministre, qu'il se tienne droit, c'est-à-dire littéralement qu'il mette droit sa personne ou son corps, quand il en vient, congzheng, c'est-à-dire à poursuivre, littéralement, poursuivre les affaires du gouvernement, c'est-à-dire que là on comprend qu'il s'agit du ministre plutôt que du souverain. He you, c'est-à-dire littéralement, qu'est-ce qu'il y aurait, qu'y aurait-il qu'est-ce qu'il y aurait comme problème, qu'y aurait-il de difficile à cela? Mais, et la suite de la phrase inverse donc le propos, bu neng zheng qi shen, ru zheng ren he. Mais s'il n'est pas capable, bu neng, de se mettre droit, de se tenir droit, comment ferait-il pour zheng ren, c'est-à-dire pour mettre droit alors ren, ça désigne l'humanité en général, mais dans la langue chinoise ancienne, ça peut désigner aussi les autres. Donc, s'il n'est pas capable de se tenir droit lui-même, comment est-ce qu'il serait capable de mettre les autres dans la droiture, ou de redresser les autres? Alors, je précise que ce n'est pas Fingeret, mais moi-même qui fais le rapprochement entre ces deux sections du livre 13, parce que, à mon sens, cela permet de voir l'immédiate extension politique que prend dans les entretiens la rectitude de la personne ou du corps, et qui joue donc sur la graphie des deux caractères. Vous avez donc dans cette section 13 donc le caractère simple qui est donc zheng, se tenir droit, et ce caractère qui reprend donc le premier avec un élément en plus et qui veut dire donc gouverner, ou les affaires du gouvernement. Donc là, en calligraphie, donc, vous avez ceci. Donc là, vous avez cet élément simple, zheng, donc ce plus carré parmi les caractères carrés. Et puis, donc, vous avez, là aussi, vous reconnaissez dans la partie gauche du caractère, donc le caractère précédent, avec à droite donc un ajout. Et les entretiens, justement, ne manquent pas de jouer précisément sur ce jeu graphique dans une phrase très très fameuse du livre 12 à la section 17, qui est un dialogue entre un certain Ji Kangzi, qui est un homme fort du pays de l'eau, qui est, je vous le rappelle, le pays d'origine de Confucius,
et donc le maître. Donc le dialogue procède ainsi. Ji Kangzi wen Zheng yu Kongzi. Kongzi dui yue, Zheng zhe, Zheng ye. Zi shuai yi Zheng, shu gan bu Zheng. Donc, ce Ji Kangzi vient consulter ou interroger Kongzi, c'est-à-dire il est ici désigné sous le nom de Maître Krong. Vient interroger Maître Krong sur le Zheng, c'est-à-dire la bonne manière de gouverner, puisque Maître Krong ou Confucius donc passait à son époque justement pour être un expert en la matière. Donc même les puissants de son époque venaient donc prendre son expertise sur la question. Alors, Kongzi Duiyue, donc Maître Krong, lui répond avec cette fameuse formule Zheng zhe, Zheng ye, c'est-à-dire donc gouverner, ça n'est rien d'autre, le ye à la fin est l'équivalent donc joue le rôle d'une copule, c'est-à-dire donc met en équivalence donc deux termes, met en relation deux termes. Donc gouverner, c'est se tenir droit, c'est se tenir dans la droiture. Alors, zi shuai yi zheng, pour peu que vous, c'est maître, donc Confucius s'adresse donc à son interlocuteur, ce Ji Kangzi, cet homme fort, il lui dit, si vous-même, shuai yi zheng, c'est-à-dire vous menez les choses par la droiture ou la rectitude, shu gan bu zheng, qui oserait donc ne pas faire comme vous, c'est-à-dire se tenir également dans la droiture. Alors, il me semble que dans ce passage, il est fait référence à cette fameuse influence magique dont parle Fingeret, qui est censée émaner de la personne du souverain. Nous avons là une forme d'ascendant ou de charisme qui est désignée dans les sources anciennes par le mot de. Donc, alors attendez, voyons voir. Décidément, là, il va vraiment pas me donner les choses. Voilà. Donc, ce mot te, qui se retrouve aussi bien dans des textes d'inspiration confucéenne, où il est le plus souvent associé à la personne du souverain, que dans des textes d'inspiration taoïsante, entre guillemets, où il est associé de manière privilégiée au fameux mot Tao, ce qu'on transcrit quelquefois en français par Tao, T-A-O, mais c'est Tao, c'est-à-dire la voix. Donc ce mot te, on le voit très souvent traduit en français par le mot vertu, notamment justement dans le titre du Lao Tzu, qui, comme je le rappelais tout à l'heure, est aussi connu sous le titre de Tao Te Ching, et qu'on traduit très souvent par le livre de la voix et de sa vertu. Mais alors, donc, ce te, traduit par vertu, il faut le prendre au sens étymologique de notre mot d'origine latine vertu, c'est-à-dire au sens étymologique de puissance, puisque la virtus latine, c'est le propre du vir, veiller, c'est-à-dire du vir, de l'homme, du mâle viril, n'est-ce pas, sens d'ailleurs que l'on retrouve dans la virtu de Machiavel. D'où la traduction par Arthur Waley du titre Tao Te Ching par The Way and Its Power,
Il a donc pas choisi la traduction virtue, mais il traduit tout simplement par power, c'est-à-dire la voix et son pouvoir ou sa puissance. Alors, je rappelle aussi que dans la langue moderne chinoise, le composé Tao Te désigne donc la morale, donc la puissance morale. Alors, on voit donc que ce mot Te désigne une force, une puissance, et même dans certains cas, donc, la toute-puissance du Tao. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit dans le titre Tao Te Ching. Mais comme nous allons le voir la prochaine fois, parce que là, je dois m'arrêter ici, il ne s'agit pas donc d'une force physique de coercition, il ne s'agit pas d'une domination physique qui s'impose de l'extérieur et par la contrainte. Il s'agit donc de bien autre chose dont nous allons reparler la prochaine fois. Donc merci de votre attention et à bientôt, j'espère.